savez qu'aujourd'hui, les 6 confessions religieuses, depuis les chefs, pour ne pas dire les confessions, ont été logés à l'hôtel du fleuve Congo. Vous le savez ou pas? La commission paritaire est à l'hôtel du fleuve Congo. Maintenant, les six chefs qui sont logés à l'hôtel du fleuve, qui paye la facture de l'hôtel du fleuve Congo? Si vous avez intimidé, vous avez la justice parce que vous avez un enregistrement sans que vous ayez. Vous avez évité que vous ayez une caméra. Tango oya kendeki epa ya tata molimo mosusu po kosenga ye ya candidat mokonzi mboka yoyo ozwa jip aibi ke caméra zaki sortir maintenant c'est laisser le boulevard pour un processus électoral, croyez-moi, qui risque d'amener le pays dans une situation que personne, dans une crise que personne ne souhaitera. Comme le président de la République a dit qu'il n'est pas disposé pour des raisons qu'il a évoquées, on s'attend à ce que le bureau de l'Assemblée nationale nous reçoive, on lui donnera ces preuves-là. Il y en a. On a pris soin d'enregistrer parce que la fois passée, on était victime de mensonges, notamment sur l'histoire du tribalisme. Et comme on a eu affaire aux mêmes personnes, on a eu le réflexe d'être plus prudent. Or, ça doit être une honte pour nous. Lorsqu'on nous dit qu'on ne peut pas dépolitiser la CENI, c'est une honte nationale. Donc, je voudrais ici rappeler que pour rien au monde, le Parlement peut s'autoriser, peut se permettre, sauf s'il a l'intention délibérée de violer la loi. Quand est-ce qu'on en vient au vote? C'est ça la question. Malheureusement, il y a, je vais le dire comme ça, un mensonge qui a circulé où on dit qu'un vote serait effectué au cours duquel 6 auraient voté pour les candidats Kadima et 2 auraient refusé. Rapport global du Présidium de la plateforme des confessions religieuses sur la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Préambule. La plateforme des confessions religieuses est une structure de consultation permanente sans personnalité juridique qui offre aux confessions religieuses membres un cadre d'échange et de collaboration afin d'adopter des orientations communes sur les différents sujets qui engagent la vie nationale, confère exposé des motifs et article 4 de la Charte. Elle est composée de 8 membres, à savoir l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo, l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, la communauté islamique du Congo, l'Église orthodoxe, l'Église du Réveil au Congo, l'Union des Églises indépendantes du Congo et l'Armée du Salut. Le présidium est actuellement assuré par l'Église catholique représentée par le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, qui est le président de la plateforme, et l'Église du Christ au Congo, l'ECC, représentée par le président national de l'ECC, qui est le vice-président de la plateforme. Le président, le vice-président, le cas échéant, engage la plateforme vis-à-vis des tierces sur la base des personnalités juridiques de leurs confessions respectives, confère article 18 de la Charte. L'article 10.3 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI dispose que les confessions religieuses ayant une personnalité juridique, une existence effective sur terrain et une expertise et une expérience avérée en matière électorale sont les seuls concernés dans la désignation du président de la CENI et des membres de la plénière. C'est donc sur la base de cette disposition juridique que peut s'établir une majorité en cas de vote au sein de la plateforme. Après les échecs des 3 précédents cycles électoraux, les confessions religieuses membres de la plateforme avaient pris l'engagement
d'éviter les erreurs du passé. C'est dans cette perspective que la SENCO et l'ECC se sont engagés dans le présent processus. 1. Rencontre de la plateforme. Les 8 confessions religieuses se sont réunies plusieurs fois, soit en plénière, soit au niveau du secrétariat technique, pour traiter les dossiers des candidatures, définir les règles de procédure, évaluer le climat dans lequel le travail est fait, etc. 4 rencontres déterminantes méritent d'être mentionnées, à savoir la plénière du 23 juillet 2021, au cours de laquelle les membres de la plateforme ont pris connaissance de la loi organique de la CENI, fait état de lieux de candidatures enregistrées dans le secrétariat de 8 confessions religieuses, définit les critères de traitement des candidatures au niveau du secrétariat technique et au niveau de la plénière, évaluer l'atmosphère sécuritaire du travail en rapport avec le processus de désignation des animateurs de la CENI. Un communiqué conjoint a été publié à cette occasion pour dénoncer les intimidations et les menaces dont certains membres de la plateforme étaient victimes. La plénière du 27 juillet 2021, au cours de laquelle les 8 membres de la plateforme ont examiné les dossiers des 4 candidatures retenues par le secrétariat technique qui se limitait au volet technique. Les autres aspects devraient être traités en plénière. Il s'agit de Cyril Ebotoko présenté par la SENCO, Daniel Kawata présenté par l'ECC, Denis Kadima présenté par l'Église kimbanguiste, Roger Bimwala présenté par l'Armée du Salut. Les travaux ont été suspendus pour divergence d'appréciation sur la dimension éthique du candidat Denis Kadima. La plénière du 30 juillet 2021, convoquée pour poursuivre les travaux suspendus le 27 juillet 2021, a été sanctionnée par un rapport dûment signé par les 8 confessions religieuses, faisant état d'un manque de consensus et les conditions pour le vote, conformément à l'article 17 de notre charte, n'étaient pas réunies. Sur ces entrefaites, les 6 confessions religieuses se sont réunies en dehors de notre cadre légal et à l'insu du Présidium pour désigner, en violation des articles 10 et 12 de la loi sur la CENI, ainsi que des articles 8, 16, 17 et 18 de notre charte, 2 membres à la CENI au nom de la plateforme. Ayant constaté que toutes les tractations menées jusque-là au sein de la plateforme ont échoué, le président de l'Assemblée nationale a accordé à notre plateforme un ultime délai de 72 heures afin d'harmoniser les vues et de désigner le président et un membre de la plénière de la CENI. Une plénière a été convoquée le 2 octobre 2021. Malheureusement, elle s'est soldée par une note de non-consensus suite à un conflit d'interprétation de la lettre du président de l'Assemblée nationale. 2 points de divergence. Le principal point de divergence est l'appréciation de la candidature de M. Kadima Denis sur fond de l'article 12, alinéa 1 de la loi sur la CENI et de l'article 8 de notre charte. En effet, pour le Présidium, le choix de l'intéressé par les 6 confessions religieuses a été entaché des irrégularités et des griefs importants, notamment des menaces, pressions,
intimidation, tentative de corruption. Ces éléments suffisent pour démontrer que le candidat est porté par une famille politique, mettant ainsi en cause sa crédibilité et son indépendance, ce qui n'a pas permis d'évoluer avec lui jusqu'au vote conformément à l'article 17 de la Charte. Par contre, les 6 confessions religieuses relativisent les faits et les preuves. Elles ne considèrent que la compétence technique du candidat et il convient pour eux de passer directement au vote. 3. Perspective de solutions préconisées. Le Présidium a pris plusieurs contacts à plusieurs niveaux dans le but de se retrouver autour d'une même table avec les 6 autres confessions religieuses afin d'évoluer sur base d'autres candidats tout aussi valables que de rester figés sur ce qui nous divise. Malheureusement, en dépit des garanties de bonne foi que nous avions données de ne pas présenter un quelconque candidat, nous avons été butés à un refus catégorique de la part des autres confessions religieuses. Pour elles, c'est le candidat Kadima ou rien. Entre-temps, le chef de l'État a rencontré séparément les cardinals Fridolin Mbongo et le révérend André Bokundoa. Ils ont échangé sur le sujet et une lueur d'espoir de solution était née de ces entretiens. Comme les choses n'évoluaient pas sur le terrain, le Présidium a sollicité une audience auprès du chef de l'État, conformément aux articles 68 et 69 de la Constitution du pays, pour partager avec lui leurs préoccupations et lui donner la primeur de certaines preuves délicates sur les griefs qui pèsent sur les candidats qui posent problème. Malheureusement, cette audience ne lui a pas été accordée. 4 recommandations. En attendant la mise en place du bureau de la CENI, pour éviter un quelconque retard dans le processus électoral, au nom du principe de continuité des institutions, il serait indiqué que l'administration électorale en place s'occupe des préparatifs techniques en vue de faciliter le travail à la nouvelle équipe. Nous demandons aux honorables députés nationaux et sénateurs d'être attentifs et objectifs dans le traitement des dossiers des candidats à la CENI, en vérifiant particulièrement la conformité aux articles 10 et 12 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Nous invitons le président de la République, chef de l'État, à jouer son rôle de garant du bon fonctionnement des institutions et de la cohésion nationale afin d'assurer à la nation des élections crédibles, inclusives et apaisées en 2023. Au peuple congolais, nous demandons d'exercer sa souveraineté en barrant légalement la route à toute tentative de prendre en otage le processus électoral par qui que ce soit. Conclusion. L'engagement de la CENCO et de l'ECC dans le processus électoral en cours n'a qu'un seul objectif: contribuer à la consolidation de la démocratie par des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Le bien-être du peuple congolais en dépend. La CENCO et l'ECC restent disposés à accompagner la nation congolaise pour gagner le pari des bonnes élections en 2023. Elles utiliseront tous les moyens légaux
civiques, démocratiques et pastoraux à leur disposition pour atteindre cet objectif. À la signature pour la SENCO, Monseigneur Marcel Lutembi-Tapa, président de la SENCO et président de la plateforme. Pour l'ECC, le révérend docteur André Bokundowa Bolikabe, président de l'ECC, vice-président de la plateforme. Je vous remercie. J'ai suivi en débat, on dit non, la charte depuis... Non, la charte vient d'être mise en place en 2020. C'est ici, dans cette salle, qu'on avait signé et promulgué. C'est parce que parfois, vous aussi, les amis de la presse, vous oubliez rapidement. Cette charte est récente. C'est maintenant qu'on vient de la formaliser. Depuis le temps, il n'y avait pas un cadre juridique. Donc c'est comme ça que, jusque-là, on peut considérer que c'est à partir de 2020 que la plateforme a pris une autre tournure d'agir. Mais elle existait, elle travaillait de par l'histoire. Tout en évitant de confondre que il y a des moments où l'Église catholique, où l'Église protestante peut agir au nom et pour le compte de son institution. Je donne l'exemple. Le dialogue de Saint-Sylvestre a été conduit par l'Église catholique, qui en son temps n'était même plus membre de la plateforme. Elle s'était déjà retirée. Au moment où la SENCO dirigeait le dialogue de Saint-Sylvestre, elle ne siégeait plus au sein de la plateforme. Donc c'est pourquoi nous insistons sur le fait que c'est d'abord une plateforme qui reconnaît l'autonomie de chaque organisation. Donc l'ECCP posait des actes. Elle a conduit en son temps les dialogues des consultations. L'ECCP a conduit les consultations, ici à la cathédrale des Centenaires, sans forcément être lié à la plateforme. Donc il ne faut pas considérer que les actions que nous menons sont forcément liées à l'existence de la plateforme. Avec ou sans la plateforme, l'ECCP posait des actes indépendamment, ou la SENCO, ou les deux ensemble. D'ailleurs, ça c'est ça la pratique. Mais dans l'opinion, ça crée des confusions. On croit que quand l'ECC ou la SENCO pose des actes, c'est forcément au nom et pour le compte de la plateforme. Et même cette rotation, c'est ça la question. Qui demande la rotation? Que vous puissiez roter dans la présidence? Non, mais c'est ce que j'ai dit. Ça, c'est prévu dans la charte. C'est prévu. Mais c'était, il faut préciser, c'était une expérience que nous avons voulu faire. Mais je crois, sans prendre la voix de l'institution, avec tout ce qui se passe, c'est aussi des questions qu'on se pose aujourd'hui. Parce que je viens de rappeler ici, il y a aussi la question, sans minimiser qui que ce soit, mais vous savez qu'il y a aussi beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu lorsque c'est l'Église X ou Y qui représente. Il y a question de notoriété publique, je crois que vous avez compris. Alors, les politiques ont-ils résolu? Je ne sais pas pourquoi vous revenez sur ça. Vous êtes des amis de la presse. Est-ce que dans ces pays, visiblement, je pose une question, je vais oser à cela, parce que j'ai suivi notre collègue quand il a parlé, il a dit beaucoup de choses. Est-ce que vous, les amis de la presse, vous savez qu'aujourd'hui, les 6 confessions religieuses, depuis les chefs, pour ne pas dire les confessions, ont été logés à l'hôtel du fleuve Congo? Vous le savez ou pas? Parce que si vous ne le savez pas, on vous donne l'information. La commission paritaire est à l'hôtel du fleuve Congo. Maintenant, les 6 chefs qui sont logés à l'hôtel du fleuve, qui paye la facture de l'hôtel du fleuve Congo? Non, mais c'est là où vous, les journalistes, vous devez aussi aider. Parce que quand vous posez des questions, vous estimez que quand nous s'il vous plaît, c'est là où, s'il vous plaît, votre travail est très important et contribue beaucoup. Je crois qu'il exige assez de professionnalisme, comme vous le faites déjà. S'il vous plaît, c'est une question, je m'interroge, comme un citoyen congolais. Parce que moi, je me promène seul, comme M. l'abbé. Pas de garde du corps qui m'entourent, des policiers. Je suis chez moi, dans ma petite maison et ma petite famille. Comment vous expliquer, nous sommes en crise. Nous parlons des candidats. Mais au même moment, la commission paritaire est logée à l'hôtel du fleuve et les 6 chefs, pompieusement aussi, à l'hôtel du fleuve. La question, qui paye l'hôtel du fleuve? Il faut qu'on se regarde dans les yeux. Parce que si nous, les pasteurs, nous ne sommes plus en mesure de dire la vérité, à quoi sert la nation? Nous avons l'obligation de réguler la morale publique.
Bon, il y a des choses, il ne faut pas commencer à s'en habituer, ça devient normal, ça rentre dans les jeux du langage. Et vous, non. À un moment, il faut que nous soyons conscients de ce que nous sommes. Les religieux doivent être responsables de ce qu'ils font dans l'histoire de ce pays. Donc, dire aujourd'hui que parce que nous pensons défendre une vérité, donnerait raison aux politiques, ça nous inquiète. Ça nous inquiète. Alors pourquoi avions-nous décrié les élections de 2006, de 2011 et de 2018? Si c'est ça la volonté de la population, vous pensez que l'ECC, la SENCO existe pour la CENI? On peut se retirer de tout ça, comme ça on se regarde dans les yeux. Est-ce que c'est ce que le peuple congolais veut? Nous pensons non, parce que la majorité nous encourage. La majorité silencieuse d'ici et d'ailleurs nous encourage. Nous ne défendons que la vérité et la justice. Et même ces politiciens-là que vous énoncez, savez-vous qu'ils viennent vers nous pour nous féliciter? Pour nous dire que vous êtes grands et restez grands. Hier, c'était les FCC qui s'en prenaient à nous. Quand on a bloqué Malonda, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Quelle pression on n'a pas subi? Mais est-ce qu'aujourd'hui, les FCC peuvent nous condamner? Hier, c'était l'UDPS qui appréciait ce qu'on faisait. Napoléon dit ceci: le peuple passe, les trônes s'écroulent, mais l'Église demeure. Nous sommes une institution intemporelle. Les régimes viendront et passeront. La vérité n'a pas de délai d'expiration. Elle reste vérité. Même si vous êtes à 1 million, vous ne pouvez jamais constituer la majorité dans le mensonge. On ne constitue pas la majorité dans le faux. La vérité reste la vérité. Nous la défendrons même quand nous resterons seuls. Nous avons que notre conscience vis-à-vis de notre vocation, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'histoire. Ne pensez pas que nous n'avons pas besoin d'argent. Nous sommes humains. Mais l'argent n'est pas plus important que notre vocation. L'apôtre Paul dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs pour que vous compreniez l'espérance qui s'attache à votre appel. Si un religieux ne comprend pas la valeur de son appel et l'interchange contre l'argent, ça devient dangereux pour l'avenir de la nation. Le révérend Eric a très bien dit les choses, juste pour deux petites choses. Il faudra, à la suite de ce que le révérend Eric a dit, il faudrait savoir que l'homme politique, c'est là où peut-être on peut se poser la question, il n'a pas raison. Il cherche à casser l'autorité morale de l'Église pour faire n'importe quoi. Un homme politique qui vient vous corrompre, est-ce que vous aurez encore la valeur devant lui? Non. Il est votre allié, mais quand ça chauffe, c'est lui-même qui est dans la vérité. Une structure de consultation. Et l'esprit déjà de la charte veut que les positions que nous prenons soient des positions communes. Pourquoi? Parce que la réalité à l'intérieur, il faut savoir, nous n'avons pas toutes les confessions religieuses au même niveau. Il y a des confessions religieuses qui sont fortes dans tel domaine, d'autres non. Dans l'esprit initial même de la constitution de cette plateforme depuis 1991, d'heureuse mémoire sous l'initiative de Monseigneur Montsengo, l'idée était de fédérer les efforts des religieux pour voir dans quelle mesure ils peuvent contribuer, ils peuvent participer aux questions qui relèvent de l'intérêt national. Ça, c'est d'abord la première des choses à savoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il faut parler des confessions religieuses qui engagent la plateforme vis-à-vis des tiers, notamment au niveau des institutions de notre pays, c'est le présidium, comme le dit l'article 18 de la charte. Ce n'est pas fait innocemment. Parce que la plateforme elle-même, n'ayant pas une personnalité juridique propre, elle utilise la personnalité juridique du présidium, donc de la SENCO et de l'ECC. C'est comme ça que toutes nos correspondances, vous verrez qu'il y a les logos ECC SENCO. Ça, c'est un élément important. Maintenant, sur l'article 17, quand est-ce qu'on en vient au vote? C'est ça la question. Malheureusement, il y a, je vais le dire comme ça, un mensonge qui a circulé où on dit qu'un vote serait effectué au cours duquel
6 auraient voté pour les candidats Kadima et 2 auraient refusé. Ce qui n'est pas vrai. Je crois que vous avez suivi les rapports. La réunion qui a conduit à ce que nous constatons tous publiquement comme option prise par les 6 confessions religieuses a été tenue à l'encontre de nos dispositions, de la charte et même de la loi électorale. Encore que c'était à l'insu du présidium. Donc cette réunion, ce n'est pas au cours d'une plénière ordinaire qu'on ne parvient pas, on n'est pas arrivé au consensus et on serait passé au vote. Non. La séance du 27 qui a été suspendue l'avait été sur la base d'un manque de consensus au niveau de l'appréciation de la candidature de Kadima. L'élément de divergence, les rapports le disent, c'était sur les éléments qui touchent à la moralité. Les éléments de corruption, les éléments de menaces et de pression. Pour l'ECC et la SENCO, ces questions sont ce qu'on appelle en droit des questions préjudicielles ou des questions préalables. On ne passe pas ces questions sans les avoir vidées. Pourquoi? Parce que l'article 211 de notre Constitution veut que la CENI soit une institution indépendante. Parce que dans ce qu'on appelle en droit constitutionnel la hiérarchie des normes, il y a la norme supérieure de laquelle découlent les normes inférieures. Et la norme supérieure chez nous, c'est la Constitution. Et cette Constitution veut que la CENI soit indépendante. Alors, la notion de cette indépendance-là est récupérée à l'article 12 de la loi organique. Donc, lorsque les législateurs forment la loi ou édictent la loi, ils se réfèrent à l'article 211 de la Constitution qui veut que la CENI soit indépendante. Raison pour laquelle, à l'alinéa 1 de l'article 12 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, les législateurs exigent à ce que les personnalités qui doivent être désignées pour la CENI soient indépendantes, avec un caractère moral acceptable. Et c'est de là également que notre charte, en son article 8, trouve les éléments de critères d'appréciation des candidatures. Donc, lorsque nous sommes en train de dire qu'il n'y a pas eu vote, ce n'est pas parce qu'on a eu peur du vote, mais le vote n'est pas un raccourci pour éviter des questions préalables. Avant qu'on en vienne à un vote, il faut que les candidats rentrent dans le critère d'éligibilité. Ça, c'est très important. Donc, vous êtes vous-même les professionnels des médias, vous devez porter haut cette précision. Parce que tant qu'on continue à dire, et nous suivons même dans les débats, ils ont leur charte, au cas de non-consensus, on passe au vote. Ça ne se passe pas comme ça. Encore que la charte n'a pas été élaborée pour désigner les candidats à la CENI. La charte est un instrument juridique pour réguler les rapports entre les confessions religieuses. Raison pour laquelle vous ne trouverez pas un régime disciplinaire. Parce que je viens de dire au départ que ce n'est pas une asbelle, mais c'est un cadre de collaboration. Et donc, il faut que ça soit clair à ce niveau. L'article 17 nous envoie au vote à quel moment? Lorsque, les cas échéants, lorsque vous examinez une question, il reste par exemple 2 ou 3 candidats qui sont dans le critère d'éligibilité. Maintenant, il faut les départager. C'est là où le vote intervient comme un mécanisme, pas de résolution des conflits, s'il vous plaît. J'ai suivi dans les médias quelqu'un dire c'est un mécanisme de résolution des conflits. Nous n'étions pas dans une situation de conflit. Nous étions dans une situation d'interprétation de la loi par rapport à l'appréciation d'une candidature. Donc le vote vient départager les candidats, les meilleurs. Encore, il faut préciser, il n'était pas resté 2 candidats en lice, comme on entend. Le rapport est clair, il était resté 4 candidats. Et nous n'étions qu'au niveau le 2e niveau d'évaluation, parce qu'il y a 3 niveaux d'évaluation. Le critère technique des candidats, connaître leur capacité technique. Le 2e niveau, c'est le niveau éthique des candidats.
Mais le troisième niveau, c'est le niveau des critères de l'organisation qui présente le candidat. Donc l'article 10 et l'article 12 de la loi. Donc voilà en ce qui concerne la question relative à l'article 17. Et d'ailleurs, si vous lisez bien cet article, j'ai avec moi la charte, on vous dira, pour aller au vote, le vote se fait conformément à l'article 8. Ce renvoi n'est pas innocent. Lorsque l'on veut que, je vais le lire parce qu'il s'agit des textes, voilà, c'est l'article 17. En toute chose, les chefs des confessions religieuses recherchent de bonne foi les consensus comme mode de prise de décision par excellence. À défaut du consensus, ils font recours à un vote transparent conformément aux valeurs affirmées à l'article 8. Même si on était dans l'hypothèse du vote, ces votes auraient eu comme condition de possibilité l'article 8 qui décline les valeurs. Quelles sont ces valeurs? La sincérité, l'honnêteté, la vérité. Donc on ne peut pas aller au vote avec un candidat qui nous pose déjà un problème de fond sur l'aspect qui constitue notre substance. Parce que nous, comme religieux, c'est la caution morale qui est l'élément important. Donc je crois que nous avons répondu à cette question. La deuxième question, qui va aller presque dans le même sens, au cas où il y aurait, je crois notre ami de Numérica, enterrement. C'est ici l'occasion d'en appeler à la conscience de tous. Vous savez, nous sommes une république. Un pays est différent d'une nation. La force d'une nation, c'est son âme. L'âme de la nation, ce sont les valeurs qui l'identifient. Il faut qu'à un moment, nous comprenions que nous sommes une civilisation quand même moderne, et à un certain niveau de comprendre qu'il n'est pas toujours normal de croire que les dirigeants, les institutions doivent entendre que la voix de la force. C'est anormal. Ce qui fait d'un pays une république et surtout un état de droit, il y a beaucoup d'éléments, j'en prends seulement 3. Entre autres, c'est l'institutionnalisation des procédures dans la prise de décision du pouvoir étatique. Lorsque l'État est en train de prendre les décisions, il doit veiller sur la rationalité des procédures qui doivent être institutionnalisées. Des deux, c'est le principe de séparation des pouvoirs. Ce qui fait d'une république une république, ce qui fait d'un pays une république, c'est aussi ce principe sacro-saint de séparation des pouvoirs. Si nous, peuple, commençons à donner un chèque à blanc à nos institutions pour dire, et alors s'ils entérinaient, dans les conditions où nous montrons l'illégalité, tant dans la procédure que dans les fonds, mais alors en ce moment-là, nous allons tirer toutes les conséquences. Parce que le Parlement ou la Chambre basse n'a pas pour vocation de cautionner ou d'endosser l'illégalité. Nous sommes en train de montrer ici que ce qui est qualifié de PV par nos confrères est frappé de nullité absolue du moment où, c'est un document fait en dehors du cadre légal de la plateforme. Des deux, par des personnes qui n'ont ni qualité ni compétence. Parce que ce n'y a que les rapporteurs qui peuvent établir un PV. Des trois, c'est en violation des articles 10 et 12 de la loi. Savez-vous que ce n'est pas la charte, même quand on est en train d'évoquer la notion de la majorité. Là encore, je crois que les rapports l'ont dit. À quel moment pourrions-nous parler de la majorité, le cas échéant? C'est lorsque nous examinons, par exemple, les organisations membres de la plateforme, selon la loi, parce que ce n'est pas la charte qui organise les élections. La loi dit ceci à son article 10, ne sont concernés à l'exercice de désigner les animateurs que seules les confessions religieuses remplissant les 3 conditions. La personnalité juridique, un ancrage sociologique non contesté, c'est-à-dire la présence sur terrain au niveau national, et une expérience et une expertise en matière électorale. C'est mutatis mutandis le principe appliqué pour la société civile non confessionnelle.
Quand le président Mbossou s'adresse à la société civile non confessionnelle, pourquoi ne demande-t-il pas aussi à Akaj, à Zado, les autres de donner les candidats? Pourquoi il s'arrête à Educiel et Simocel? Parce que l'article dit que ce sont les sociétés civiles et confessions religieuses qui ont ces critères fixés par la loi. Savez-vous qu'au Congo, on n'a pas que 8 confessions religieuses? Il y a plusieurs autres confessions religieuses qui ne sont pas membres de la plateforme. Qui vous dit que seules les confessions membres de la plateforme qui ont droit à être invités à ces débats? C'est pourquoi les législateurs, étant avertis, ils ne parlent pas de la plateforme à l'article 10. Les législateurs parlent des confessions religieuses concernées. Or, lorsqu'on parle de confessions religieuses concernées, c'est de manière individuelle, autonome. Vous devez prouver votre... comment on appelle ça? Personnalité juridique. Vous devez prouver votre existence non contestée au niveau national, c'est-à-dire l'ancrage sociologique. Vous devez prouver votre expertise et expérience en matière électorale. Maintenant, quand 6 confessions vont déposer les PV en tant que corps, la question des fonds qui se pose, quelle est la nature juridique du groupe des 6 confessions religieuses? Parce qu'il n'y a pas de personnalité juridique qui leur donne le droit d'agir en tant que tel. Du point de vue juridique, les groupes des 6 n'existent pas. Ils peuvent exister si chacune des confessions agissait individuellement. Donc ce qui remet totalement en cause cette notion vraiment générique qu'on est en train d'annoncer de la majorité. Deuxième précision. Le Parlement ne peut pas faire l'appréciation de la minorité ou la majorité. C'est un débat interne à la plateforme. Le Parlement doit s'assurer de la régularité de la procédure et la validité des dossiers. Est-ce que la confession qui me présente les dossiers remplit-elle les conditions fixées par la loi en son article 10? A-t-elle obéi à l'article 12? C'est ça le travail du Parlement. Le Parlement ne peut pas entrer dans cette polémique et l'institutionnaliser et en faire un narratif institutionnel pour commencer à dire non, les autres sont minoritaires, les autres sont majoritaires. Non, ça c'est fausser la donnée. Donc, je voudrais ici rappeler que pour rien au monde, le Parlement peut s'autoriser, peut se permettre, sauf s'il a l'intention délibérée de violer la loi. Alors là, nous tirerons les conséquences. Et vous savez, John Rawls s'est dit, aucune institution, meilleure soit-elle, qui agit dans l'injustice peut être conservée. Donc, il faut que les institutions tirent aussi des conséquences de ce que signifie l'état de droit. Si aujourd'hui, les parlements commencent à jouer à ces jeux, nous allons constater que ce sera un coup d'État fait à la constitution du pays et à l'institution CENI, qui est une institution constitutionnalisée. Parce que l'article 211 institue la CENI. C'est la Constitution qui donne à la CENI sa substance juridique et toutes les lois organiques qui en découlent. Donc on ne peut pas inventer des procédures ou faire des choses par appréciation personnelle au motif de dire nous sommes pour X ou pour Y parce que l'institution n'a pas d'émotion, l'institution obéit et respecte les normes qui la constituent.